officials are ready. The players are ready. Skypark Podcast. Undisputed number one attraction, the pound for pound superstar. Oui, le basket, il faut penser basket. It's over! Unbelievable! Alors maintenant, on va essayer de joindre Sylvain Maurice. Alors Sylvain Maurice, il a un parcours, comment dire, énorme. Il est passé par les GSA. Il est passé d'abord par Tarbes, Aix-Maurienne, Boulazac, les GSA. J'oublie Limoges. Il a coaché dans tous ces clubs-là. Je pense que le plus haut niveau, c'était en Pro A en tant qu'assistant. Enfin bon, il a un parcours vraiment rempli. Il est connu pour être organisateur du tournoi sur les quais, tous les étés, le tournoi 3-3. Et donc on est ravis de l'avoir, Sylvain. Et il est connu surtout pour sa petite barbichette. Allô Sylvain? Oui, salut. C'est Ablaï. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va nickel. Je suis accompagné de Jordan. Salut Sylvain. Ouais. Salut Jordan. Alors Sylvain, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Pour être tout à fait transparent avec ceux qui vont nous écouter, on s'est déjà eu au téléphone il y a quelques temps. C'était au même moment qu'Eli Okobo, sauf qu'on a eu des soucis techniques et tu as la gentillesse d'accepter de revenir dans notre émission pour répondre de nouveau à nos questions. Donc merci beaucoup. Ben écoute, avec plaisir. Après, on va essayer de pas refaire exactement la même. Ça avait été un peu long, donc voilà. Mais ça avait été intéressant. Alors, donc, oui, tout à fait. Sylvain, on va commencer donc par le commencement, à savoir que au début tu n'étais pas du tout voué à entrer, j'ai envie de dire, dans le basket, puisque tu faisais du foot. Et ce qui s'est passé, c'est que tu t'es fait voler tes crampons, et derrière tu as atterri dans le basket. Alors raconte-nous ça, raconte-nous ces débuts. Eh ben écoute, moi dans mon village, j'ai grandi dans un petit village de 700 habitants. Il y avait un terrain en herbe, donc forcément, j'ai joué au foot avec les copains et les cousins. Et d'ailleurs, ça marchait plutôt bien. Et puis, j'ai découvert le basket en arrivant au collège. J'avais quelques copains dans ma classe qui jouaient à Mantes-la-Ville, là. Et on me disait tout le temps, vas-y, viens jouer au basket avec nous, viens jouer au basket avec nous. Et puis, je dis, non, moi, je fais du foot. Et puis, l'année-là avait été un peu moyenne. Je me suis fait piquer mes crampons en fin d'année. Et je me suis dit, tiens, je vais aller avec les copains au basket. Et puis, je suis tombé dedans et je suis jamais ressorti de là, quoi. Raconte-nous où est-ce que tu as commencé? À Mantes-la-Ville. Ok. Au CAMB Mantes-la-Ville, à côté de Mantes-la-Jolie. Donc dans les Yvelines, région parisienne, tout proche de la Normandie. D'accord. Tu as quand même fait une carrière, on va dire, au basket, parce que tu as joué jusqu'en National 3 ou 2? 4 à l'époque. National 4, okay. Après, on s'entraînait avec... en fait, moi, j'étais à Rouen, au SPO Rouen, pendant mes années fac. Et j'étais avec l'équipe des jeunes. Il y avait une équipe qui était en N1. Et nous, on était en National 4 à l'époque. Donc, ça représente de la National 3 aujourd'hui, on va dire. Et donc voilà, j'ai joué un petit peu à ce niveau-là, sachant que j'ai été limité très vite, et même avant, parce que j'ai eu une grave blessure à la jambe. Et la dernière année, d'ailleurs, où j'ai joué... J'allais chez le kiné toutes les 3 semaines parce que j'avais les péronniers latéraux qui passaient par-dessus les malléoles de la cheville. Et au bout d'un moment, on m'a dit qu'il fallait que j'arrête parce que sinon j'aurais un petit peu des problèmes pour continuer à marcher. Et donc voilà, au bout de 3 opérations, il fallait passer à autre chose. Et puis j'avais commencé à entraîner un petit peu. T'avais 24 ans quand t'as arrêté. T'avais 24 ans et ensuite t'as commencé à entraîner. Ouais, j'entraînais déjà depuis 3 ans. Ok. Depuis 3-4 ans, puisque en arrivant sur Rouen, Monsieur Pisan, Antoine, qui était le responsable technique du club, m'avait demandé si je souhaitais pas entraîner. Et puis je m'y suis mis en commençant avec des petits, des équipes 2, et puis on a avancé doucement jusqu'à avoir des cadets régions, et puis après des mini France, et puis etc. quoi, voilà. Et tout ça pour arriver jusqu'à Tarbes? Oui, alors jusqu'à Tarbes, sachant que entre cette période-là et Tarbes, j'ai aussi travaillé dans le milieu fédéral sur le Tarn-et-Garonne et donc Midi-Pyrénées.
où je m'étais investi énormément dans le secteur féminin, du côté du pôle espoir de COSAD et de la zone sud-ouest. Et donc forcément, j'avais été approché par Tarbes, où j'ai retrouvé d'ailleurs Pisan, le fils, Pascal, que je connaissais de Rouen. Et donc j'ai commencé à Tarbes dans le milieu professionnel sur le centre de formation du TGV. Ouais. Alors, à Tarbes, tu as coaché Isabelle Yokoubou. Est-ce que tu peux nous en parler, d'Isabelle? Ah ben Isabelle, c'est un monument. Tu m'as dit qu'elle dunkait à 2 mains à l'époque. Ah mais elle dunkait à 2 mains, mais c'était impressionnant. On avait Katrina Geyser qui dunkait et c'était bizarre parce qu'elle arrivait à dunker seulement, elle montait sur 2 pieds, 1 main. Elle arrivait pas à jumper vraiment avec un simple appui, tu vois. Ouais. Le pré-appel, c'était pas son truc. Mais Isa lançait, elle montait à 2 mains, mais d'une force parce qu'elle pèse quand même 100 kilos quoi à l'époque. Et elle était descendue à 95. Quand elle arrivait, elle devait faire 105, 110 kilos. Elle mesure 1m95, 1m96. Mais forcément, hein, elle a découvert au début, elle osait pas jouer parce qu'elle se retournait, elle touchait tout le monde, elle avait peur de faire mal à tout le monde. Et puis, elle a compris que en s'entraînant un petit peu avec les pros, que finalement, ça la servirait dans le basket. Et en 2 ans, elle est passée d'une joueuse novice à une future très grande joueuse du basket français et européen. Je vais te poser une question. Je vais te poser une question peut-être bête, et puis je m'en excuse déjà d'avance auprès d'Isabelle, qui doit souvent nous écouter, je pense. Est-ce que, parce que tu formes l'élite à ce moment-là, est-ce que vous permettez de faire des remarques sur le poids des joueuses ou des joueurs et leur indiquer, par exemple, que voilà, s'ils redescendent de 3, 4, 5 kilos, ils seront plus opérationnels? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites? Ah mais bien sûr, que ce soit des joueuses ou des joueurs. Alors des joueuses, ça peut paraître délicat par rapport à la jante féminine, éventuellement de parler de poids, mais là on parle pas de seulement de femmes, on parle de joueuses professionnelles de basket. Et à un moment donné, ta forme physique, elle est essentielle pour la durée de ta carrière. Alors Isa, elle est arrivée, elle connaissait pas le sport de haut niveau, donc il a fallu 2 ans pour que physiquement elle puisse être en capacité de s'entraîner au quotidien, voire 2 fois par jour, parce que c'est quand tu arrives de rien, tu peux pas t'entraîner 2 fois par jour. Donc il a fallu prendre le temps, il a fallu faire du foncier, enfin après la force et l'explosivité, on n'avait pas besoin d'y faire quoi que ce soit, hein. Elle a une force surnaturelle, hein. Anecdote, hein, la 2e année en athlé, la prof m'appelle en me disant: Monsieur Maurice, est-ce qu'on peut emmener Isabelle Yacoubou au championnat de France pour lancer le poids? Je dis pourquoi? Elle me dit en fait mon maître il est pas assez long là, elle vient de nous faire un truc, je voudrais l'emmener. et rigole pas, mais elle bat le record de France junior et elle fait 4e meilleure performance française de l'année. Mais c'est un truc de fou. Ouais, grave. Et avec un medicine ball de 5 kilos et Tessera, avec juste un pré-appel, elle ramène sa jambe droite sur le gauche, elle monte le medicine ball, elle le touche au cercle. Tessera, tu m'en parles. T'hésitais pas à la reprendre à l'entraînement, parfois t'avais pas un peu peur? Non, parce qu'elle était même trop gentille. Elle était trop gentille. Au contraire, il fallait la bousculer pour qu'elle soit moins gentille. En fait, elle avait peur de faire mal vraiment. Et elle a appris à connaître son corps avec le basket, parce que quand elle arrivait, elle savait pas quoi. Non, pas du tout. Ça n'a jamais été un problème. Qu'est-ce que tu ressens toi quand tu vois qu'une fille que tu as vue débuter comme ça, tu la retrouves au plus haut niveau mondial quelque temps après? Quand tu es devant ta télé et que tu vois ça, qu'est-ce que tu ressens? Du plaisir pour elle, parce qu'elle a travaillé, elle est partie de loin, de rien, et alors elle a forcément un physique extraordinaire par rapport à d'autres. Donc t'as plus tendance à parier quand tu vois une Isa Yacoubou arriver à 15 ans dans un centre de formation que peut-être d'autres. Mais bon, j'ai eu la chance d'en croiser quand même pas mal depuis 25 ans, et ça me fait toujours plaisir, et encore plus pour les jeunes qui sont partis de rien et qui ont vraiment beaucoup travaillé pour y arriver. Donc non, c'est toujours un grand plaisir. Ensuite,
tu passes. Alors, je vais vite parce que comme tu as fait énormément de choses, je veux vraiment qu'on puisse parler de ta période à Limoges et aussi à Boulazac et des projets justement que tu es en train de mettre en place dans l'Aquitaine. Ensuite, tu passes par Aix-Maurienne où tu coaches avec Philippe Rivet en Pro B. Tout à fait. Et tu coaches également toi l'équipe 2 en National 2. Oui. Tu suis Philippe Rivet qui arrive à Boulazac en 2008. Oui. Tu es son assistant sous la présence de Jacques Ozou. Et là, il se passe quelque chose d'un petit peu particulier parce que Philippe Rivet est remercié. Ça se passe pas trop bien. Tout à fait. D'après ce qu'on a pu lire, le président était très présent dans les choix du coach, etc. Les deux se sont rejetés la faute. Et dans ce contexte un petit peu conflictuel, on te propose le poste de coach numéro 1. Comment ça se passe à ce moment-là? Oui, donc Tarbes Maurienne, ex-Maurienne chez les garçons, où Philippe cherchait aussi des compétences dans la préparation physique, et ce que j'avais pas forcément pu exploiter auparavant chez les filles. C'était déjà pas très encore ancré chez les garçons. Alors je te parle pas des filles à l'époque. Maintenant ça a quand même beaucoup évolué. On s'entend super bien. On avait déjà travaillé ensemble sur Poissy. Longtemps, je sais plus, une quinzaine, 10, 12 ans avant. Et ça se passe bien, et envie de suivre une aventure humaine avec Philippe, et on part ensemble à Boulazac. Donc on fait une première année, moyenne, avec des joueurs qu'on n'avait pas forcément toujours choisis, dans le sens où ils étaient encore sous contrat, où on a rencontré pas mal de blessures, donc on s'en sort, on va dire, pour une première année moyennement ou correctement, en fonction de certains, tu entendras ces termes-là. L'année d'après, donc par contre là, on repart avec une équipe qui a été faite pour jouer la première partie du tableau, on va dire. Et puis à Noël, on est vraiment pas bien. L'équipe a du mal à jouer ensemble. On a été même encore une fois desservi par de nombreuses blessures. Je me suis même rentraîné à cette époque-là, tu vois. Je m'entraînais pour qu'on puisse être pour qu'on puisse être 8. Donc il n'y avait pas de centre de formation. J'étais en train de créer le centre de formation là-bas. On n'avait pas de jeunes qui avaient forcément le niveau ou le temps. Parce qu'on en avait 2-3 des jeunes, mais ils étaient à l'école, donc voilà. Donc entre autres, la création du centre de formation à Boulazac, j'imagine que tu as été aidé, mais on te la doit aussi? Ah, c'est moi qui ai créé le centre de formation à Boulazac. Ça, par contre, je le revendique haut et fort, oui, tout à fait, ouais. D'accord. Quand je suis arrivé, il y avait rien. Et la mission que j'avais en dehors de l'assistanat de l'équipe pro, ça a été d'avoir l'agrément pour le centre de formation. Et on a construit une équipe pour pouvoir monter en National 3. Et j'avais commencé à recruter 3 jeunes, et j'ai fait tout, créer le lien scolaire, le lien médical, etc. Et on a eu l'agrément juste avant la fin de mon contrat. Voilà, donc ça, je le revendique haut et fort, tout à fait. Mais après, oui, en janvier, malheureusement, Philippe est coupé parce que manque de résultats. On avait beaucoup échangé avec Philippe. D'ailleurs, même 3 ans auparavant, quand j'arrive à Maurienne, Philippe m'a dit le sort d'un assistant, il n'est pas forcément lié au coach. Si un jour ça arrive, et ça arrivera, parce que c'est un milieu qui est comme ça. Si tu dois prendre la suite, prends la suite. C'est pas parce qu'on est amis que. Et donc voilà, nous on avait beaucoup échangé sur le groupe, sur ce qui allait pas, et on n'était pas forcément toujours d'accord. C'est aussi pour ça que des fois il y a des duos qui marchent bien, parce qu'on arrive à échanger sur tous les sujets. Et donc Monsieur Ozou m'annonce la nouvelle pour Philippe et me demande si je suis prêt à reprendre l'équipe. Là, je dis que oui, parce que j'avais la sensation qu'il y avait un petit truc qu'il fallait apporter en plus à cette équipe pour qu'elle gagne et qu'elle passe un cap. Il n'y avait pas grand-chose. C'était vraiment, pour moi, c'était juste un petit détail humain chez 2-3, et puis et surtout le partage. Je me souviens, je leur avais fait un pendu dans le vestiaire quand j'ai repris l'équipe la première semaine. Et donc on joue contre Saint-Vallier, on gagne. Et là il y a un autre coach qui est arrivé, donc
je suis repassé assistant, et en fin d'année, vu que on pouvait pas vraiment travailler ensemble, mais je suis parti de Boulazac. Alors, la première fois qu'on avait discuté, tu nous avais raconté ça également. Et je remarque que par 2 fois, tu cites pas le nom du coach qui arrive. Pourtant, tout le monde le connaît. Donc, le coach qui arrive, c'est Sylvain Lautier. C'est vrai, ouais, j'ai du mal à dire son nom, ouais. Et, bon, on a bien compris. Tu nous as dit que tu pouvais pas travailler avec lui, ça se passait pas très bien. Est-ce que tu peux, dans le détail, nous expliquer pourquoi? On n'a aucune valeur humaine en commun. Ah. Je dis bien aucune. C'est-à-dire, oui, vous partagez pas du tout valeur les... humaine. C'est-à-dire, lui, il a une Non, approche non. différente du basket? Différente du groupe? Une approche différente du basket, je sais pas, non, parce que le basket reste le basket. Par contre, en termes de pédagogie, il est clair que la sienne et la mienne sont diamétralement opposées, et que humainement, je pouvais pas travailler avec quelqu'un qui est aussi loin des valeurs qu'on m'a enseignées et que j'essaye de transmettre depuis des années. Tu peux nous donner un exemple concret? Les valeurs qui te tiennent à c'est cœur, par compliqué. exemple. Non, enfin, Non, les valeurs que toi, par exemple, tu essaies de passer à tes joueurs en tant que coach. Bah, la loyauté, la sincérité, je sais pas, l'humilité, ce genre de choses. D'accord. C'est, voilà, je pourrais t'en citer 3-4 autres, mais bon, je vais pas y aller trop loin non plus, ça sert à rien. bon, ben, on comprend. C'était assez profond, effectivement. Donc, tu t'en vas de Boulazac. Oui. Et là, j'ai presque envie de dire un mal pour un bien pour toi, parce que tu te retrouves quand même à Limoges. Et Oui. c'est ça, c'est bien ça. Ben oui, mais Et t'as le projet figure-toi Espoir. que j'ai même failli arrêter parce que j'ai failli partir à Phoenix pour suivre une formation de technicien chez Harley Davidson. Et quelques temps avant d'envoyer mes dossiers, il y a le centre de formation de Limoges qui m'a téléphoné, qui relançait, puisqu'il y avait plus rien depuis les fameuses années 2000 où il y a eu ces petits soucis. Donc là, je me suis dit waouh, Limoges CSP, et je me suis revu en arrière, gamin, dans ma ferme, à découvrir le basket en regardant des Hortès Limoges. Et je me disais, c'est pas possible, quoi. C'est Un rêve de gosse. j'ai découvert. C'est comme un rêve de gosse. Enfin, mais j'ai même jamais rêvé de ça, quoi. Et la première fois alors j'avais joué à Limoges en venant justement avec Aix-Maurienne ou avec Boulazac. Mais quand tu y vas la première fois pour faire un entretien d'embauche et que tu regardes quand tu rentres à droite là tous les drapeaux qui sont là-haut, tu te dis waouh, quand même. Donc non, ça a été vraiment une super expérience. J'ai eu la chance de rester 4 ans au CSP Limoges, avec vraiment, il y a eu des hauts et des bas dans toute cette expérience. Je parle par rapport aux résultats sportifs, à la fois des pros ou des espoirs. Mais ce qui se passe à Limoges, enfin ça se passe que là-bas, quoi. Ça existe pas ailleurs. Alors vu de l'extérieur, il y en a certains qui vont dire ouais, il y a des fanatiques et tout ça, mais c'est magique, Beaublanc, la résonance de Beaublanc, c'est les salles de France de Pro A ou de Pro B, j'y suis passé partout, il y a des super salles, il y a des super publics, il y a le public de Cholet est super, en plus il y a un fair play, il y a une ambiance, il y a une culture qui est vraiment excellente aussi. Tu vas à Gravelines, j'ai eu la chance d'aller à Gravelines le jour de carnaval. Et là, l'ambiance, elle est magique. Sauf qu'à Beaublanc, c'est tous les matchs. Et peu importe si ça va pas. Dans la salle, il se passe quelque chose. Ça tremble, ça résonne. Je sais pas si tu as suivi un petit peu ce qui s'est passé entre Pau et Limoges. Tu vois, la petite guerre des mots où Limoges... Fred Fautou disait que Limoges vide faisait plus de bruit que le Palais des Sports de Pau plein. T'avais entendu ça? J'ai pas bien compris ce que tu m'as dit. En fait, Fred Fautou, président de Limoges, Oui. Fred Forté, pardon, le président Fred Forté, ouais. de Limoges, disait, bon, pour chambrer,
que Beaublanc vide faisait plus de bruit que le Palais des Sports de Pau plein. Ouais, ça c'est les petites phrases de Fred. Il aime bien les petites phrases comme ça. Maintenant, j'ai énormément j'ai découvert le basket entre les deux, donc voilà. C'est ce que fait Pau depuis des années, à travers la formation, à travers tous les résultats qu'il y a eu, c'est aussi quelque chose. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué, toi, sur cette période de 5 années? Mes années à Limoges, tu veux dire? Ouais. Quel est le moment qui t'a le plus marqué, oui? Il y a un match qui a été énorme à Beaublanc. Je parle bien à Beaublanc, hein. Je parle pas des finales qu'on a pu faire à Paris ou quoi, mais en demi-finale, l'année de Pro B, en demi-finale, et d'ailleurs en quart de finale, c'est exactement le même sentiment. Et là, on se donne un coup de coude avec Bertrand Van Butzel. On n'est pas bien. On est chez nous. Et les deux matchs a été pareil. On perd chez nous, on va gagner à l'extérieur et on fait la belle chez nous. Et sur le troisième match, dans le troisième quart-temps, on est derrière les deux matchs. Et là, t'entends plus rien. T'entends tellement de bruit, t'entends plus rien, t'entends même plus le ballon. Et quand tu dis il y a un sixième homme, mais moi je l'ai senti ça. Je l'ai senti à Beaublanc. C'est-à-dire qu'on jouait, mais on n'était pas tout seul. Et il y avait un rouleau compresseur, il y avait nos gars qui jouaient, mais c'est le public qui a gagné ces deux matchs. Je sais pas si tout le monde s'était rendu compte de ça, mais avec, tu vois, rien que d'en reparler, j'ai de nouveau des frissons. C'était incroyable. Ça, c'est vraiment incroyable. Le public, quoi. Le public, ça t'a marqué. Et ces belles-là, les belles de l'année de Pro B où on remonte, où on est champion, on est avec Fred Sarr, en coach, et on joue Évreux en quart et Fos en demi, mais les belles là, c'est incroyable. C'est incroyable. Jamais senti ça ailleurs. Je fais un raccourci rapide, mais après cette période, tu atterris au JSA. Et au JSA, donc tu es l'assistant coach de... rappelle-moi le nom, Jordan. Régis Racine. Régis Racine, voilà. Et j'ai l'impression que l'histoire est très similaire de celle que tu as vécue à Boulazac. Régis Racine, très rapidement, est coupé par les GSA. Oui, mais non, rien à voir. Rien à voir. Alors, tu vas nous expliquer après. Mais en tout cas, il est coupé. Et oui. Derrière, on te propose, une fois de plus, de reprendre les rênes de l'équipe. Et bon, t'as accepté. Oui. Explique-nous comment ça s'est passé. Alors, non, j'ai pas vraiment accepté. T'as dépanné. J'ai dépanné, voilà. J'ai accepté un intérim. Alors déjà, en partant de Limoges, je tiens à préciser que je suis venu travailler pour la Ligue d'Aquitaine de basket. Donc j'avais un travail. Ça faisait 1 an que j'étais sur Bordeaux. J'ai mon travail que j'ai aujourd'hui, hein, que j'occupe, mon poste de conseiller technique. Le club des JSA s'était rapproché de moi. On a essayé de restructurer toute la partie amateur. D'ailleurs, assez content de voir le fonctionnement depuis cette année chez les jeunes, là où on a commencé vraiment à faire évoluer toute la formation de la partie élite masculine. Et Régis, me voyant débarquer, il me dit « Sylvain, j'ai personne avec moi. Est-ce que tu peux pas me donner un coup de main? J'ai besoin d'un assistant et tout. » Alors Régis, on s'est côtoyé, hein, forcément, pendant quelques années auparavant. Je lui dis, écoute, moi j'ai un boulot. Il me dit, ouais, je sais, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Je dis, écoute, je te fais la préparation en vidéo des matchs, je viens 1 ou 2 fois à l'entraînement dans la semaine, et puis match à domicile, et voilà. Il me dit, si tu fais ça, c'est parfait. Donc là, j'ai rendez-vous avec les dirigeants, et on se met d'accord. Donc voilà, on part là-dessus. Malheureusement, au bout de 5 matchs, Régis est coupé et on me propose l'équipe. Donc j'ai dit bah ouais, mais non, moi j'ai un boulot quoi. Coach de N1, c'est un job à part entière. Et non, après je sais que vous êtes dans l'embarras, donc je veux bien essayer de recréer une dynamique, de garder le groupe à flot le temps que vous trouviez quelqu'un. Mais c'est comme ça que ça s'est passé quoi. Parce que le groupe pour moi, autant à Boulazac, je croyais en le groupe, et tout le travail qui a été fait pour maintenir ce groupe, parce qu'on n'était pas maintenu, hein, attention, hein,
J'ai travaillé jusqu'à la dernière victoire contre Clermont qui nous a maintenus en Pro B avec Boulazac. Autant là, le groupe, je l'avais dit au mois de juin, qu'il y avait un problème dans cette équipe. On m'avait demandé des conseils sur certains joueurs, certains qu'on n'a pas pris, d'autres qu'on a pris. Voilà, j'ai exprimé clairement ma pensée. Peut-être que lui et lui dans le même vestiaire, il faut pas. Bon, bref, ça, l'équipe a été faite et quand on me l'a proposé, moi, je l'ai pas montré. Je l'ai pas montré, mais je connaissais les gars. Je voyais comment ils étaient dans le vestiaire et le seul qui avait mis un petit peu de liant et qui se sacrifiait pour les autres s'est blessé à cette période-là et ça a été terrible pour le groupe. Et du coup, t'as refusé le coaching un peu parce que tu trouvais que c'était peine perdue? Bah non, pas que. Dans un premier temps, parce que j'ai un job à temps complet et que moi, quand je suis parti de Limoges, c'était avant tout pour privilégier ma vie de famille et mon fils. Donc repartir dans un délire de coaching, c'est pas que ça me manque pas ou que j'aime pas ça, hein, attention, hein, mais c'est que en arrivant ici, j'ai mis un petit peu le haut là sur les déplacements de tous les week-ends et en prenant un job un petit peu différent par rapport à l'emploi du temps. Et puis la deuxième raison, oui, clairement, parce que cette équipe, moi, les mecs qui étaient dedans, j'ai comme tu as pu le comprendre, hein, que ce soit avec les coachs ou avec les joueurs, j'ai vécu des années correctes, d'autres moins. J'ai vécu 2-3 expériences extraordinaires avec des groupes à des niveaux différents, mais l'accroche humaine et le fait de pouvoir se regarder dans les yeux et de se dire on va au combat tous ensemble, c'est essentiel. Et quand je sais que dans une équipe, il y en a que 2 qui iraient bien au combat, mais que les autres, ils vont d'abord se regarder à eux et après ils vont regarder l'équipe. Moi, ça m'intéresse pas des équipes comme ça. C'est pas. Le basket, quand je vois, pas le réinventer. excuse-moi, quand je vois ton parcours, en fait, je me rends compte que tu as été surtout président dans les centres de formation et assistant coach, mais j'ai l'impression Oui. quand même que c'est plus la formation, toi, qui t'intéresse. Non, c'est pas ça? Alors, oui, la formation, ça a toujours eu beaucoup d'intérêt pour moi. J'ai jamais eu un objectif spécifique de devenir coach pro, ni coach de centre de formation. C'est venu avec le temps, en fait, hein, tout simplement. Mais c'est vrai que la formation et l'aspect technique du joueur, c'est toujours quelque chose qui m'a passionné. Donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Et d'ailleurs, quand je donne un coup de main aux jeunes là où je vais voir les entraîneurs, j'essaye de faire des petits retours par rapport à ça. Maintenant, quand t'as le nez dedans, c'est vrai que entraîner des pros, coacher des pros, c'est intéressant parce que la gestion humaine, c'est intéressant. Mais la gestion humaine, elle est intéressante quand tu peux partager des choses avec les joueurs. Et quand certains ne sont là que par intérêt personnel, tu peux pas partager. Et quand tu fais un sport collectif, 1 plus 1, ça fait pas 2 dans le sport co. Donc ça a été prouvé à maintes reprises. Moi, je crois trop en ces valeurs pour sacrifier quoi que ce soit en parallèle. Bon, c'est vrai que ça revient souvent chez toi, le fait que tu parles de valeurs, etc. Donc, je comprends ce que tu expliques. Au GSA, je vais te poser la question cash, hein, parce que on a essayé d'inviter Nicolas Mingan et on l'a pas eu. Il nous a pas répondu. Au GSA, comment ça s'est passé à cette époque? Parce que clairement, tu es au GSA, j'ai envie de dire, vraiment à l'époque où le club est en train de se casser la gueule. Est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe sous sa présidence? Comment ça se passe avec? Sous sa présidence. Alors, il n'est pas président. Le président, c'est pas vraiment lui. Normalement, c'est Boris et Eric Sarrazin. Maintenant, lui, il est directeur de la structure. J'avais cru comprendre qu'il était directeur administratif. Et un coach est un coach.
un directeur administratif doit être un directeur administratif. Et s'il y a un directeur sportif, eh bien c'est encore mieux. Mais quand il y a quelqu'un qui veut faire tout, à un moment donné, à certains niveaux, on peut pas. On peut pas avoir les compétences pour tout. Et si on a les compétences pour tout, on ne peut pas avoir le temps pour tout. C'est juste pas possible. Quand on est un petit peu professionnel dans le basket, on peut pas tout faire. Il y a des coachs qui ont des qualités sur de l'analyse vidéo ou sur de la préparation physique. Je connais des coachs qui ont les diplômes ou voire qui sont plus compétents que certains dans la prépa physique. Mais quand tu es coach, tu peux pas t'occuper de la prépa physique. Je veux dire, tu peux pas tout faire. Donc en fait, son défaut, c'était un petit peu de vouloir être un peu au four et au moulin, quoi. Faire. Et de pas déléguer, quoi. Voilà. Alors certains diront, ou peut-être lui dira que il était tout seul. Ok. Mais bon, il y avait quand même Régis dans le coin, on m'a posé des questions, on était plusieurs, on nous a demandé des conseils. Maintenant, oui, je pense que on peut pas tout faire. Même si on a des compétences, il y a une limite, on peut pas être 4 dans notre corps, donc voilà. C'est une chose sur laquelle je pourrais donner un petit peu plus d'infos. Et donc après les GSA, du coup, tu t'es recentré sur ton activité au sein du comité et du coup de la ligue, pardon. Et du coup, ça consiste en quoi en fait ton job là au niveau de la ligue? Eh bien, écoute, moi, je suis chargé du développement au niveau de la ligue, où j'interviens un petit peu dans toutes les commissions, que ce soit la commission technique, sur la formation des entraîneurs. J'interviens aussi sur la commission des officiels. J'interviens en tant que technicien pour la formation des arbitres, ce qui est très intéressant. Et j'interviens au niveau de la communication, dans les événementiels, dans les actions de promo, ce genre de choses. Et surtout, la moitié de mon temps de travail est en place pour le développement de la pratique du 3-3. Voilà, la pratique du 3-3. Qui est, alors certains diront nouvelle pratique, moi je préfère utiliser pratique alternative ou dérivée en fonction de qui voudra. Mais le 3-3 est devenu olympique le 9 juin dernier, et ça c'est pas rien. Vraiment ça se développe. Moi quand je suis arrivé, il y avait 4 tournois homologués en Aquitaine. On est arrivé à plus de 40 cette année en 3 ans. Donc pour vous dire, c'est énorme l'activité qu'il y a autour de ça. C'était des tournois sous un format pyramidal avec la Fédé. On avait des tournois de couleurs organisés par les clubs ou les comités. Ensuite, tu prenais tous ceux de ta région et tu faisais un tournoi central, donc avec les qualifiés des tournois en dessous. Il y a des tournois dans plusieurs régions et chaque qualifié se retrouve pour l'Open de France. Et puis après, ça enchaîne au niveau européen, etc. Aujourd'hui, sur les imprimés de licence, si certains ont fait attention, on peut choisir dans la case joueur entre le 5-5 et ou le 3-3. Donc, comme quoi, la fédération a vraiment intégré les joueurs de 3-3. Ou en tout cas une idée. Et moi, au niveau de la ligue, en dehors des tournois qu'on a montés, je suis en train de créer une compétition sur un format coupe pour les U20 en 3-3. Du coup, il va y avoir un championnat 3-3 qui va être créé. Alors, c'est pas vraiment un championnat. Il va y avoir en Gironde, il va y avoir bientôt des nouvelles en Gironde. J'ai mon collègue et ami Mathieu Rodier qui va vous proposer quelque chose très 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 rapidement, j'espère. Mais nous, ça va être une coupe en fait, et ça va être une coupe format Nouvelle-Aquitaine, c'est-à-dire que on a 12 départements avec 3 secteurs, et on va faire un premier tour départemental, un tour interdépartement. Ensuite, il y aura des demi-finales sur chaque secteur, et on fera une grande finale Nouvelle-Aquitaine en 3-3 pour les U20. À Pomarès pendant le week-end de la Super Coupe Sud-Ouest. Ah, cool ça. Mais ça serait pour quand ça démarrerait quand? Ça démarre en janvier. Okay. Mais du coup, ça s'adresse à qui? Parce que est-ce qu'il faut U20 plus de 16. Il faut être licencié en club. Alors pour cette coupe là, oui, c'est club. Maintenant, tu peux être dans un club. Il y a certains, ça commence à se développer un petit peu, qui ont des sections spécifiques 3-3.
Je sais que les JSA ont une section 3-3, le Villeneuve-d'Ornon a une section 3-3. Il y a aussi un collègue du côté de... C'est Monestier, tu vois, dans le 24, qui a une section 3-3. Ah d'accord, ça commence à se développer, des sections 3-3. Parce que c'est pas du tout le même jeu que le 5-5. Il y a des joueurs qui peuvent être très bons en 3-3 et pas bons du tout en 5 contre 5. Donc c'est vraiment c'est un pas sport les mêmes qui qualités, se ressemble, mais c'est les pas mêmes tout à fait le même. Tout à fait. Alors pour ceux qui sont pas dans un club et qui veulent continuer, parce qu'on en a quelques-uns qui viennent sur les tournois là, sur la métropole. On a fait le tournoi des Ducs à Darwin. Moi, depuis 3 ans, on a les tournois ou sur les quais ou au Crêpes qui tournent bien. Donc là, il y aura toujours ces tournois-là sur la fin d'année pour les joueurs qui sont pas forcément licenciés avec les formats licence 3-3, etc. Mais pour la Super Coupe U20, c'est vraiment par rapport à un objectif de cette catégorie. Avant, c'était les juniors, ça marchait pas. Les U20, ça marche pas bien non plus. On n'a pas de championnat intersecteur. On sait déjà qui va jouer la finale régionale. C'est une catégorie qui est un petit peu bizarre parce que les meilleurs vont jouer avec les seniors. Dans les gros clubs où il y a beaucoup de licenciés, tu arrives toujours à faire une équipe. Mais dans les clubs moyens, t'as des 2 meilleurs cadets, enfin U17 qui passent en senior. Les 3 autres, ils vont s'entraîner, mais ils font 12-13 et puis ils jouent jamais. L'année d'après, ils arrêtent le basket. Donc, pour essayer de leur trouver un truc où on me dit, parce que partout où je passe, on me dit, ouais, les U20, on n'y arrive pas, on en a 3 ou 4. Je dis, 3 ou 4, c'est bien ça. 3 ou 4, ça fait une équipe de 3-3, ça. En fait, c'est pour pallier un déficit de jeunes dans cette catégorie-là. C'est un des objectifs. C'est pour pouvoir proposer aux jeunes qui sont dans des clubs et qui s'y retrouvent pas dans leur compétition un autre format. Sachant que le 3-3, tu peux t'entraîner tout seul ou avec un coach. Mais par contre, le jour du match, s'il y a un coach, il est dans les tribunes. Il est pas sur le banc. Tu t'autogères. C'est intéressant pour voir les jeunes s'exprimer en termes de prise de responsabilité, en termes de connaissance parce que tu as le droit à un temps mort dans un match de 3-3. Et tu vois ceux qui commencent à être un petit peu experts au moment où ils le prennent, qu'est-ce qu'ils vont adapter, comment ils analysent le jeu. Est-ce que ça va pas, excuse-moi, est-ce que ça va pas appauvrir le basket? L'effectif du basket? Parce qu'en fait, j'en parlais l'autre jour avec Ablaï, cette catégorie dont tu parles, c'est un âge un peu charnière où les jeunes, soit ils, avec les études et tout ça, ils décident d'arrêter le basket parce qu'ils n'ont pas le temps ou parce que justement le passage avec la catégorie senior, ils trouvent ça un peu difficile. Soit les jeunes sont très passionnés et s'accrochent. Mais du coup, comme tu dis, on se retrouve avec un déficit de jeunes dans cette catégorie-là. Si tu les orientes vers le 3-3 qui est quand même bien différent du 5-5, est-ce que justement ça va pas encore plus affaiblir le nombre de jeunes qui vont aller en équipe senior plus tard? Non, je pense pas, parce que c'est de toute façon au jour d'aujourd'hui, je dis bien au jour d'aujourd'hui, les joueurs seront plus ou moins les mêmes. Et ceux qui s'y retrouvent pas ou qui trouvent pas leur compte dans le 5-5, soit ils arrêtent, soit ils disent tiens, on va faire un petit peu de 3-3. Donc de toute façon, je pense pas que ça va appauvrir les groupes qui tendent vers le haut niveau régional ou les championnats de France. Ça, pour moi, il y a vraiment pas de concurrence. Et j'ai envie de dire au contraire, parce que tu vois, il y a 15 jours, on a fait le premier camp interzone avec du 3-3 dedans. Le camp interzone, c'est juste avant les rentrées INSEP. C'est les meilleurs U15 de France qui étaient là, les 64 meilleurs. Et pour la première fois, il y a eu 2 jours de 3-3. Il y a eu un tournoi où on a pu voir les jeunes s'exprimer parce qu'il faut préparer des équipes nationales. Il y a les JO qui vont arriver. Et il y a 2020, mais il y a surtout 2024 à Paris. Et ça, c'est un vrai objectif, c'est de pouvoir participer, sachant que ça ne se joue pas que sur un résultat sportif, ça se joue aussi par rapport à un ranking. Alors c'est assez compliqué. Je vais pas développer le ranking FIBA sur le 3-3, mais quand tu les vois, moi j'ai fait plusieurs interventions au pôle. Je suis intervenu là avec le staff France pendant les vacances. C'était très intéressant. Mais tu vois les jeunes, en termes de prise de responsabilité, certains qui, parfois, n'osent pas trop dans un groupe à 5 contre 5, à 3, ils s'expriment parce qu'ils touchent plus la balle et ils sont obligés de faire des choix.
Alors que de temps en temps, ah bah tiens, on va redonner la balle à un autre et moi je vais aller tu vois ce que je veux dire? Ouais, aller me cacher un peu à l'autre bout du terrain. Tu peux pas te cacher. Quand tu joues à 3-3, tu peux pas te cacher. Et on en a certains, en découvrant le 3-3, ils ont passé un cap dans le 5-5. Donc, d'accord, ok. je le vois pas comme ça, moi. Donc en fait, toi, tu vois plus comme quelque chose qui va permettre aux jeunes justement de s'affirmer et justement d'intégrer après les équipes seniors en étant exactement. Et plus d'ailleurs, sûr d'eux. on a fait un gros boulot dans le milieu scolaire et les enseignants ont très vite compris. On a le collègue Cyril Boileau qui fait un gros boulot sur la Gironde, mais les enseignants, ils ont vite compris, ils ont calculé, ils ont regardé, ils ont dit dis donc, on met plus de monde sur le terrain, on peut les mettre un peu en responsabilité sur l'arbitrage, sur la tenue de la marque. Ils touchent plus la balle, ils courent moins pour rien. Ils ont vite fait le calcul. Hein. Et même anecdote, et au milieu des Landes, il y a des profs qui sont venus me demander si on pouvait pas passer le 3-3 comme discipline au bac au lieu de faire du 4-4 tout terrain. Je dirais c'est vrai que 4-4 tout terrain, c'est pas forcément malin, mais j'aurais bien répondu qu'il n'y avait aucun pouvoir par rapport à ça. Mais en tout cas, ça les intéresse énormément. D'accord. Bon, c'est une vraie. Bon, en tout cas, c'est très intéressant de voir que notre sport évolue. Moi, j'ai quelques réticences un petit peu parce que peut-être que je suis un petit peu trop conservateur. Je reste, ouais, voilà, je dirais, j'ai un petit peu peur, comme Jordan l'expliquait, que le 3-3 déshabille un peu le 5-5. Mais bon, c'est un autre débat. En tout cas, Sylvain, je voulais te remercier d'avoir pris le temps de nous répondre et de nous avoir fait part de toutes tes expériences et de ce que tu fais actuellement avec le 3-3. Et je vais te laisser le mot de la fin. S'il y a une question qu'on t'a pas posée à laquelle tu veux répondre. Moi, j'ai une question justement, Sylvain. Le prochain tournoi 3-3. Le prochain tournoi 3-3, lundi 20 novembre, à la halle universitaire de Talence. Donc tous les universitaires là de Bordeaux Métropole du coin, tous les étudiants sont la bienvenue. Il va y avoir un gros tournoi là, à partir de 19h. 20 novembre, lundi 20 novembre. Très bien. Voilà. C'est le prochain rendez-vous. Après, il y en aura d'autres. Et donc en janvier, le lancement de la Super Coupe. D'ailleurs, ça sera la Super Coupe Maïf puisqu'on a un partenaire qui nous rejoint et qui croit au développement de cette discipline. Voilà. Très bien. Et pour les informations, du coup, en janvier, il faut qu'on aille sur le site de la Ligue. Alors il y a le site de la Ligue et il y a surtout une page. J'ai créé une page Basket 3x3 Aquitaine, donc Facebook, où il y a les infos. Donc les courriers partent dans les comités, dans les ligues dans la semaine. Donc mercredi ce sera finalisé et on lancera la com en suivant. Okay. Voilà, on travaille un petit peu sur le graphisme encore mercredi et puis derrière on lance tout ça. Ok Sylvain, je te remercie beaucoup, Jordan aussi. Merci, si tu as des Sylvain. news par rapport à tout ça, n'hésite pas à nous solliciter. Nous, ça nous fera plaisir de t'avoir de nouveau dans l'émission pour en parler. Et on te souhaite une bonne continuation dans tout ça. Ouais, voilà. Et tu m'avais demandé un petit mot de la fin. Je viens d'y penser comme ça. Vas-y. Ça fait 3 ans que je fais un petit peu le tour des matchs en Gironde, à droite, à gauche. Et j'ai vu le meilleur match depuis 3 ans à Mérignac le week-end dernier. J'ai vraiment bien aimé. Tu vois, je vous parlais d'état d'esprit. Je sais pas comment c'est, je connais pas le vestiaire, hein, mais écoute, Jamel, son groupe, il est plutôt sympa. Donc j'y retournerai. Ils m'ont fait plaisir ce week-end. Ouais. J'y retournerai. On est d'accord. Je suis curieux de voir s'ils peuvent reproduire ça. Il y a 2 jeunes que je connaissais pas là. Je vais aller les revoir, ces 2 petits là. D'ailleurs, dans le débrief qu'on va faire juste après, ça va être un de nos sujets. Donc tu l'écouteras une fois qu'on l'aura posté sur Facebook et sur YouTube. Ouais, j'écouterai avec curiosité. Ouais, tout à fait. Bon, merci beaucoup Sylvain en tout cas d'avoir pris le temps. Merci Sylvain. Allez, bye. À plus, bonne continuation. Bonne continuation. Ouais, merci, ciao. pareil. Ciao. Eh ben, il est cool, Sylvain, d'avoir pris le temps de nous répondre. C'était passionnant, le 3-3. J'ai senti, Jordan, que toi, ça t'avait complètement absorbé le sujet. Non, moi, ça m'a vachement intéressé parce que oui, je me pose beaucoup de questions sur cette charnière, là, entre les 18-20 ans. Il y a beaucoup de jeunes qui abandonnent. Je trouve ça dommage, et si ça peut être une solution pour justement garder ces jeunes accrochés au basket et pour après les amener jusqu'en équipe senior, voilà, ça va faire évoluer le basket girondin, et puis peut-être que dans quelques années, on aura à nouveau 3 ou 4 équipes en National 3.